enfin pas tout, mais beaucoup de choses sont liées au sexe, au mouvement sexuel, l'inconscient. Son mérite quand même, il faut le reconnaître, c'est la découverte de l'inconscient. Ça l'a embarrassé en même temps parce que c'est pas tellement, c'est paradoxal pour quelqu'un qui se veut rationaliste, scientiste, etc. C'était plus une posture, il n'était peut-être pas tant que ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a à la fois vraiment aimé Jung et en même temps qu'à la fin il l'a rejeté parce qu'il était fasciné quand même par cette ouverture à la parapsychologie. Mais il a eu peur, ça lui a fait peur, je pense. Je pense qu'il y croyait, parce que sinon il n'aurait pas été aussi sévère, il me semble. Il reprochait justement à Jung que j'ai rien contre. Il n'osait pas dire qu'il était contre à Jung. Il dit non, non, je suis ouvert d'esprit. Si vous voulez humaniste, un humaniste doit être ouvert à tout. Mais il disait, mais tu sais, mon cher Carl Gustav, il s'appelait Carl Gustav, on voit ça dans le film Dangerous Method, un très beau film, je trouve, sur, avec une certaine Sabina Spielrein, qui a aussi eu son rôle, paraît-il, je ne savais pas trop, dans la séparation entre Jung et Freud. Mais Freud disait que si on commence à s'intéresser à ces histoires de table tournant, de potaga, etc., on nous attaque à cause de la sexualité, déjà ça ne plaît pas à la bourgeoisie régnante, de montrer que beaucoup de nos intentions, de nos rêves sont d'origine sexuelle. Déjà ils se sont fait beaucoup attaquer, ce qui est vrai. Freud avait peur qu'en rajoutant de la parapsychologie, donc le sexe et la parapsychologie, alors là c'est sûr, on allait faire un procès de gourou, les taxer de gourous sectaires, etc. Entre sexe, parapsychologie et pouvoir en plus, c'est clair qu'ils étaient mal partis. Bon, je pense qu'il n'y a pas que ça, mais c'était une des raisons de la prudence excessive, à mon avis, de Freud. Jung était plus audacieux. D'ailleurs, ils vont se séparer, enfin, c'était la goutte d'eau, parce que le verre était déjà dans le fruit, mais en 1912, il y a eu une petite anecdote intéressante, puisque la parapsychologie intervient dans cette anecdote. Ils sont en train de dîner, c'est Freud qui a invité Jung, il commençait déjà un petit peu à sentir que ça n'allait plus aussi bien qu'au début. Freud avait remarqué que son disciple le plus brillant était rebelle un petit peu, qu'il lui reprochait d'exagérer l'importance de la sexualité. Freud reprochait à Jung de s'ouvrir à l'Orient, etc. Donc tout ça pour lui c'était des superstitions, voilà, qui n'avaient pas lieu d'être en psychanalyse. Il voulait que ça fasse une science bien occidentale. Je pense qu'il y a aussi un problème certainement d'ethnocentrisme chez Freud. Et en plus, en tant que juif, il craignait la persécution, qui était déjà réelle, mais il se disait, si en plus, en tant que juif, je m'ouvre un peu à la parapsychologie, à la Kabbale, etc., on va encore plus me rejeter. C'est pour lui trouver des excuses. Je pense qu'il y avait des raisons aussi d'être peureux, d'avoir peur, puisque en tant que persécuté, évidemment, il ne voulait pas prendre de risques, alors que Jung avait une sécurité financière beaucoup plus grande que Freud. Ça joue aussi, il avait une femme très riche. Il était aimé par tout le monde, c'était le psychanalyste arien. D'ailleurs, Freud utilise le mot arien, donc juif, et pour lui, c'était le dauphin tout désigné. Celui qui pourrait faire sortir la psychanalyse de son ornière juive. Parce que Freud, tout en étant juif, avait compris que c'était mal barré pour la psychanalyse si c'était une science juive, comme le diront les nazis d'ailleurs. D'ailleurs, Jung, on l'a beaucoup attaqué, petite parenthèse quand même, mais qui me semble importante, on l'a beaucoup attaqué parce qu'il a sauvé la psychanalyse dans l'Allemagne nazie. Il est allé voir Göring, qui s'occupait des affaires culturelles et cultuelles d'ailleurs. Et donc Hitler voulait interdire la psychanalyse, dans la mesure où c'était une science juive, inventée par Freud. Jung a réussi à la sauver. Bon, à la sauver du nazisme, si on peut dire. Et on lui a reproché d'être allé voir Göring. Mais c'était pour sauver la psychanalyse, parce qu'il pensait qu'il fallait continuer à soigner les gens qui avaient des problèmes psychologiques, indépendamment de l'horreur du système, qu'il n'a jamais cautionné. D'ailleurs, Jung, pour clore l'injustice du reproche qu'on lui a fait, il n'avait pas l'Allemagne. C'était un Suisse allemand. Moi, je connais bien étant alsacien, les gens qui parlent allemand, mais qui sont frontières avec l'Allemagne. On n'aime pas l'Allemagne, c'est le grand pays qui a voulu nous envahir. Soit alsacien, suisse ou autrichien, on se retrouve là-dessus. C'est le grand géant, dont les petits pays, c'est comme les Belges et les Suisses qui taquinent les Français, parce que voilà, c'est le grand pays qui a toujours voulu un peu les dominer, donc ils résistent. C'est un peu logique, c'est logique, psychologique. D'ailleurs, Jung a beaucoup parlé de géopolitique, c'est pas le sujet. Et donc, ce bruit d'horloge, enfin, dans une vieille horloge, un vieux meuble, c'est un bruit fracassant, comme s'il y avait de la vaisselle cassée. Ils sont en train de dîner, et Jung dit c'est un poltergeist. Alors déjà, le terme était nouveau pour Freud, qu'est-ce que tu racontes là? Un esprit frappeur. Alors Freud a tout de suite pensé qu'il pensait à des fantômes, donc, ce qui n'était pas le cas, mais parce que pour Jung, ça peut être l'inconscient ou l'inconscient collectif, mais en tout cas un phénomène paranormal. Et Freud a dit mais tu m'énerves avec ça, je t'ai déjà senti venir, mais là c'est trop. Ils se sont un peu disputés. Et après, Jung a fait un rêve prémonitoire d'une guerre, on parlera des rêves demain, mais une guerre entre l'Autriche et la Suisse. Il n'y a jamais eu une guerre entre l'Autriche, enfin,
récemment en tout cas, mais il rêve d'un incident frontalier qui débouchera sur une guerre, et il a compris que c'était une guerre entre lui et Freud, parce que lui était suisse et Freud était autrichien. Il rêvera aussi d'une marée de sang qui inonde l'Europe en 1912, parce qu'il aura une névrose de culpabilité, puisque rupture avec le père, c'était très dur à vivre aussi. Il aimait beaucoup Freud, il se sent coupable, Freud va l'accuser d'avoir tué le père, il se sent coupable donc, de ce meurtre du père, il va rêver d'une mare de sang qui inonde l'Europe. C'est le rêve prémonitoire de 14-18. 2 ans après, la guerre 14-18 éclatée. Il a fait un tas de rêves prémonitoires. Il s'est intéressé aux vikings, il s'est intéressé au tantrisme, enfin à tout, de toute façon, aux pratiques aussi dans le Maghreb, à la sorcellerie, aux marabouts en Afrique, aux Indiens d'Amérique. Enfin, il a énormément voyagé, alors, il avait les moyens pour le faire. Je crois que Freud était un peu jaloux aussi de son rythme de vie, puisque c'était quelqu'un qui n'avait même pas besoin de la psychanalyse pour vivre. D'ailleurs, il faisait ses séances gratuites, il faisait payer un peu, parce que Freud lui disait, si tu ne fais pas payer, ça ne va pas marcher. Donc il faisait parfois payer aux gens qui avaient les moyens, mais les gens qui n'avaient pas les moyens, il les prenait gratuitement. Ce qui était quand même pas honnête du point de vue de Freud, qui lui reprochera aussi. D'ailleurs, il va changer aussi la structure de la cure psychanalytique dans un sens humaniste, qui est très sympathique, je trouve, parce que Freud il se mettait dans une position de supériorité quand même par rapport aux malades. Il appelait d'ailleurs ses patients les malades, qui se couchaient sur un divan, la fameuse cure par la parole avec le fameux divan. Jung va abolir ce système, il le trouve trop humiliant pour les personnes qui doivent se coucher devant lui. En plus, ça peut être Freud qui ne voulait pas avoir de problème avec la presse. Et, bon, il y a eu tas de rumeurs, parce que Freud, justement, c'est presque un paradoxe. Freud a été relativement sage, il n'a pas abusé de son pouvoir de psychanalyste vis-à-vis de ses patientes. C'est vers la fin de sa vie qu'il y a eu une aventure, quoi. Mais bon, alors que Jung, il a eu pas mal de maîtresses. Donc, vous voyez, lui qui refoulait plutôt, enfin, qui disait que Freud exagérait le rôle de la sexualité. C'est un peu comme on dit, c'est celui qui en parle le moins, peut-être qui pratique le plus. Mais bon, un petit paradoxe aussi. Et je crois que Freud, il était aussi assez jaloux à ce niveau-là, notamment avec l'histoire avec Sabina Spielrein, qui était la maîtresse de Jung. Freud aurait certainement bien aimé qu'elle soit sa maîtresse, mais elle a préféré Jung, qui était beaucoup plus jeune, etc., que Freud. Mais ça n'a pas empêché la jalousie. Oui. J'ai rebondi sur différents points que tu as soulevés. Moi, ce qui me frappe sur cette question-là, à chaque fois que j'entends des conférences sur la psychanalyse et la science, psychanalyse ou la foi, le ou bien, c'est le temps et l'énergie qu'on a perdu, et encore aujourd'hui, sur les querelles de mots. Ah non, attention, ça n'est pas de la foi, c'est de la science. Non, c'est pas la conscience et la force de l'esprit. Non, c'est plutôt l'au-delà. Ah non, c'est plutôt scientifique. En fait, j'ai l'impression qu'on parle d'une même réalité. On parle tous du même phénomène qui nous échappe. Tantôt on dira c'est de la foi, tantôt on dira moi je crois pas en Dieu, c'est l'esprit, mais on parle de la même chose. Il me semble qu'il faut qu'on parle là-dessus. Comme quand tu disais tout à l'heure sur la télékinésie ou je sais plus quoi, qu'on peut déplacer les objets, notamment un canapé, ça a eu peur par la force de l'esprit. Moi ça m'a fait penser, et Dieu sait c'était décrié comme verset de la Bible, la foi soulève des montagnes. Que ce soit une énergie quantique ou pas, qu'est-ce que ça change? On peut très bien supposer, et on s'en fout mais bon, que ce soit un créateur qui soit derrière l'énergie quantique. C'est pas dérangeant, sans ou avec, c'est pareil. On parle c'est ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette énergie-là, qui compte, peu importe d'où ça vient. Mais aucune des thèses ne se contredit en fait. Alors pour réhabiliter Freud sur certains points, par exemple, on lui a beaucoup reproché, c'est vrai, aujourd'hui encore, de tout miser sur le sexe, que c'est trop sexuel, c'est théorique, que ça explique tout chez l'être humain. Et il m'est toujours venu en tant que patiente de la psychanalyse d'ailleurs, donc c'est pas la théorie qui parle, la prof non plus, mais la patiente, que quand on parle de sexe d'un point de vue matérialiste, scientifique, qui se dit pur, c'est une charlatanerie. Parce qu'il me semble que dans le sexe, autant il y a une part de pulsion qui est indéniable, soit, certes, mais il me semble qu'il y a aussi, c'est pas contradictoire, alors je ne resterai plus platonicienne là-dessus, quelque chose de divin. Alors, je ne sais pas comment l'appeler autrement, mais quelque chose qui nous dépasse en tant qu'être humain, où on sent bien qu'à des moments, on dépasse le corps. On sent qu'on passe un cap à des moments de plaisir intense. On sent bien qu'il y a comment on appelle ça le geste est plus significatif qu'un mot. Bon, bref. Un déclic. Au départ, il savait qu'il y a bien du pulsionnel, c'est facile de se dire, et voilà, il y a une sorte de déclic, on passe à autre chose. Donc le moment du plaisir intense. Et on sent qu'il y a à la fois pulsion et à la fois quelque chose d'oubli de soi-même. D'énergie sacrée. Voilà.
Qui nous on est dépasse. vraiment pur corps, quelque chose de divin, ça parle. Bon ressentiment. Donc c'est perdre son temps de dire non, c'est que le sexe explique tout comme voulait Freud parce qu'il ne voulait pas être gourouisé et en tant que juif il était tout modeste, il ne voulait pas non plus qu'on lui mette des doctrines sur le dos. Mais il me semble que c'est un peu des deux. Et donc on ne va pas dire qu'il est pansexualiste, c'est pas vrai. Il était prudent dans les mots, mais en fait il n'y a pas que cette histoire-là dans la sexualité. Bon, d'où l'importance que ça a en nous, évidemment, qui est peut-être une passerelle entre le corps et l'esprit, le sexe, je dirais. Ce que je dirais. C'est pour ça que ça explique tout simplement. Et sur la télépathie, il était contre, et je crois qu'à la fin de sa vie, il changeait d'avis, il avait écrit des lettres, c'est dans les lettres qu'on le voit, pas dans une œuvre, sur la télépathie, je crois. Il s'y intéressait beaucoup à nouveau, et malheureusement, la mort l'a fauché avant qu'il ait eu le temps d'approfondir. Donc dommage, à voir ce que ça aurait pu être. Et en fait, il y a encore 2 points sur Jung qui trouvait que la position du patient couché était humiliante. Il me semble que c'est un peu curieux, ça je ne savais pas. Oui, il s'asseyait lui. Il s'asseyait derrière la personne parce qu'il fallait éviter le regard, mais voilà, comme on voit. Mais en l'occurrence, je trouve que ça facilite la parole, que de ne pas avoir le regard de la personne qui regarde pendant qu'on parle. Et puis c'est aussi une façon de mettre l'ego un peu de côté quand on est couché. On la ramène moins, c'est sûr que si on est assis davantage. Moi je pense que c'est important, c'est pas une question de l'ego. Moi ça ne me gênerait pas d'être couché, oui, effectivement. Bon. Et alors le lien avec le lien avec la strict, moins dur avec Freud. Oui, voilà, moi aussi. Et le lien avec la parapsychologie, il me semblait intéressant, je pensais qu'elle en parlait, d'évoquer Alessandro Jodorowsky. Je pense à lui, je ne sais pas quel est son métier d'origine, parce qu'il a tout fait. Il était cinéaste, artiste, qu'est-ce qu'il a été. Après, qu'est-ce qu'il a été thérapeute. Oui, un tarologue. Oui. Tarologue, oui. Après, oui. Oui, tarologue, mais aussi thérapeute. Thérapeute, mais lui, à travers le tarot, justement. Oui, d'accord. Mais il a une technique dans le cadre de la guérison qu'il a écrit, une technique qu'il pratiquait jusqu'à il y a peu. Maintenant il est âgé, donc il arrête, il paraît qu'il ne veut plus prescrire ces trucs, enfin, parce qu'il en a marre. Mais il a utilisé ce qu'il appelle le rêve éveillé. Et ce qui me paraît important, c'est que autant Freud, Jung aussi, d'abord il partait d'un matériau qui était le rêve nocturne d'un patient dont on ne décide pas, on ne sait pas de quoi on va rêver à l'avance, et à partir de ce qu'on raconte passivement, on essaye de découvrir le sens que ça a, qui nous est entre guillemets dicté, codifié, avec des codes et des symboles, par l'inconscient. Bon, c'est une technique qui marche en quelque sorte pour prendre conscience des choses. On apprend à se connaître soi-même par les rêves à la Freud, classique, nocturne. Ça c'est vrai, on apprend beaucoup de choses. Mais souvent les patients se plaignent que ça ne change pas tellement la vie. On en sort moins con, on apprend plein de trucs, mais ça ne change pas vraiment la vie. C'est pas faux. Et lui, Jodorowsky a trouvé le contre-pied de ça à l'envers. Il a récupéré pas mal de patients déçus par la psychanalyse et il a voulu faire le chemin inverse, ce qu'il appelle le rêve éveillé, c'est influencer l'inconscient quand on ne dort pas, quand on est éveillé, en utilisant des symboles visuels. Parce qu'il sait que le cerveau ne fait pas la différence, bizarrement, entre l'imaginaire et le réel. Quand il voit une image, même si c'est un film, il a aussi peur que si c'était réel. Et c'est ce qu'on appelle, par exemple, quand on visualise dans d'autres techniques ce qu'on veut, à force, on imprègne le cerveau que c'est réel. Et à force d'imaginer les choses, on les fait advenir. C'est pas magique, hein, c'est une force de l'esprit, un pouvoir de l'esprit qu'on n'apprend pas en Occident. Et lui, il préconisait, par exemple, il faut prendre un exemple, et qu'il explique dans le théâtre de la guérison, c'est là que je vois quelque chose qui est quand même parapsychologique, alors, parce que c'est pas scientifique cette affaire, enfin je sais pas comment l'appeler. Si tu permets, dans la psychothérapie, à l'UMDR, c'est ça, non? J'ai vécu l'UMDR aussi, ça m'a pas fait le rêve éveillé, on n'a pas pratiqué. Ça dépend de la perception de la personne. J'ai pas encore fini. Parce que je faisais allusion à des prescriptions qu'il faisait aux patients que l'UMDR ne fait pas, c'est-à-dire d'utiliser des symboles. Je vais prendre un exemple, je ne me rappelle plus bien l'histoire, mais c'était une femme qui, je ne sais plus, qui devait être en rivalité avec sa mère très fortement, et elle n'arrivait pas à se débarrasser de l'emprise de sa mère une fois décédée la mère. Et il lui avait prescrit de faire ça, d'aller sur la tombe de sa mère, de mettre de son sang
je crois, sur un coton ou un mouchoir et de l'enterrer sous la terre à côté de la mer. Tout un rituel qui impressionnait l'inconscient, mais comme dans un rêve, mais éveillé. Et ce genre de pratique-là, un peu plus sophistiqué que ça, c'était plus long le rituel, mais c'était ce genre de pratique-là, faisait qu'après, elle avait l'impression d'avoir eu un exutoire, de se débarrasser du truc, et l'inconscient en était imprégné, comprenait le message, et elle était libérée de cette emprise. Ou un autre exemple, un peu plus sophistiqué, je rappelle que des choses courtes, je sais plus, c'était une mère qui avait caché un secret de famille très lourd à sa fille ou à son fils sur son père, et un jour, bon, le fils ou la fille, je ne sais plus, n'arrivait pas à se débarrasser du problème, malgré l'analyse, et a eu une prescription de Jodorowsky qui demandait au fils ou à la fille adulte d'aller en parler à la mère carrément et de lui reprocher ce secret en la giflant. C'est quelque chose de dingue, entre autres. Hein. Il le fait, il ou elle, et à sa grande stupeur, au lieu de voir la fureur du parent redouté, ou le parent demandait mais pourquoi cette espèce de geste, et quand il s'est expliqué, il y a eu des excuses de la part du parent, et ensuite il s'est entouré avec une corde dos à dos avec la mère, je crois. C'était un autre exemple, ça. Peu importe. Enfin, bon, mais le but, c'était de couper les liens avec des ciseaux. C'est peut-être un peu un plus garçon long, qui hein. n'arrivait pas à couper le lien avec sa mère. En Voilà. fait, ils avaient Oui. besoin. Ouais, mais C'est ça, c'est dans voilà. cet esprit-là. C'est l'esprit, c'est ça. J'ai le symbole. Et le fait c'était un peu plus long que ça, mais de couper comme ça, avec sa complicité, la mère qui était là, ça libérait, ça envoyait le message à l'inconscient que c'était un problème qui était exorcisé. Voilà, chercher le mot. C'est une forme d'exorcisme. Et voilà, c'est ça sa tactique. C'est ce qu'il appelle l'acte psychomagique. Voilà, c'est ça. Ça Vous correspond, rêve éveillé. Et Et ça, par contre, ça changeait davantage, paraît-il, la vie, le ressenti, le vécu, le bien-être du patient. C'est pour montrer que, en fait, il y a quelque chose dans l'inconscient, le fait de le voir, matériellement, ça, à l'inconscient, il capte quelque chose comme quoi c'est réel. Enfin, je simplifie. Mais il y a quelque chose, ça là, c'est le contraire à l'envers, c'est vraiment l'analyse du rêve posée à l'envers. Mais ça montre qu'il y a dans l'air, je ne sais pas quoi, une sorte d'énergie quand même bizarre. Voilà, il y a par exemple qui doit de l'esprit, d'autres diront Dieu, d'autres diront sorcier, j'en sais rien, mais on parle de la même chose. Il y a quelque chose qu'on ne nous a pas appris à utiliser en Occident. Ça, c'est quand même scandaleux. Parce que ça existe, on ne vous apprend pas à